La, 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 la. Est-ce que je suis en direct? Voilà. Bonjour, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, je n'ai pas le retour audio. J'espère que vous m'entendez. Alors, j'aimerais bien que quelqu'un me fasse signe pour me confirmer que je suis bien audible, que vous m'entendez bien, je l'espère en tout cas. Si ce n'est pas le cas, essayez de me faire un signe. Alors j'espère que je suis bien audible. Je vais commencer par vous dire bienvenue dans cette plateforme Agora Virtuelle. Et cet après-midi, nous avons comme plan de travailler avec les terminales SG sur la notion de la raison et du réel. Alors j'espère que raison et croyance ont été traitées parce que je vais faire pour ma part maintenant, Inch'Allah, une petite synthèse sur théorie et expérience. Alors si je contextualise un peu, théorie et expérience, c'est bien le champ numéro 2, la raison et le réel. Alors c'est un champ que traitent également les autres séries comme la terminale L, les ES ou bien la terminale scientifique. Donc ce n'est pas uniquement à l'intention des terminales SG, ça peut être également intéressant pour les autres séries. Alors contextualisons tout d'abord, théorie et expérience, c'est bien le champ numéro 2, c'est-à-dire la raison et le réel. Alors si je rappelle un peu quelle est la finalité de ce champ de réflexion sur la raison et le réel, c'est bien le rapport et la relation de notre raison avec le réel afin de nous permettre d'accéder à la vérité sur le monde, sur nous-mêmes. Et donc, comme la raison a été, je l'espère, définie dans le chapitre précédent, mais je vais rappeler quand même ce que c'est que la raison. Eh bien, la raison est une faculté proprement humaine. C'est bien parce que l'homme est doté de raison, qu'il y a possibilité de connaissance, possibilité de savoir sur le monde, sur le réel, et que la philosophie elle-même est une discipline dans laquelle l'homme exerce un esprit rationnel, et donc c'est-à-dire sa raison. La philosophie étant née dans la Grèce antique, justement coïncide avec ce rejet, cette rupture avec la mythologie, les contes et les légendes comme étant des interprétations du monde. Et la philosophie, c'est justement l'homme qui cherche à comprendre le monde par ses propres moyens, à partir d'éléments naturels, et en utilisant sa raison, c'est-à-dire en rejetant ce qui relève du mystique, ce qui relève de la légende, ou encore de la mythologie. Donc c'est quelque chose qui a été précisé, je l'espère, dans le chapitre précédent sur la raison et les croyances. Parce que le paradoxe de l'homme, en effet, c'est qu'en même temps que l'homme est un être rationnel,
qui est doté d'une raison qui lui permet de distinguer ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui est bien, ce qui est mal. L'homme est également doté de croyances. Et dans ce chapitre, justement, donc, il y a bien une relation un peu complexe entre la rationalité de l'homme et que l'homme, même si c'est un être de raison, cela, justement, ne signifie pas qu'il n'a pas des croyances. La croyance étant bien sûr cette adhésion de l'esprit à une idée qui est considérée comme étant vraie, sans preuve matérielle, ce qui est exclusif un peu à la raison, parce que c'est la raison qui, à travers la science, justement, va chercher à apporter des preuves, à démontrer, par exemple, l'ordre démonstratif, ou encore à faire des expériences. C'est ce que nous allons voir à travers ce chapitre sur la théorie et l'expérience. Et donc la rationalité, justement, c'est cette capacité humaine de chercher la vérité à partir d'éléments naturels, sans révélation, sans recours à des croyances occultes ou autres. Et donc cette rationalité de l'homme, justement, nous allons essayer de voir en quoi elle consiste à travers ce chapitre sur la théorie et l'expérience. Alors les terminales scientifiques font également sciences et techniques, et que donc lorsqu'on parle de science, on parle bien. Comment la science établit-elle ses vérités? C'est à travers le lien entre la théorie et l'expérience. Mais commençons tout d'abord par définir les termes théorie et expérience. Et donc à travers notre synthèse, nous allons également essayer de voir quels sont les liens entre la théorie et l'expérience dans l'établissement ou bien dans la construction de la pensée scientifique. Comment est-ce que le scientifique établit-il des théories et quel est le rôle de l'expérience par rapport aux théories que le scientifique a élaborées. Alors commençons tout d'abord par définir un peu ce que c'est qu'une théorie. Alors le terme théorie, par opposition à l'expérience, si je renvoie cela par exemple au repère type abstrait et concret, une théorie serait un peu abstraite, alors que l'expérience, elle est bien matérielle et donc concrète. Alors si je prends un peu la définition platonicienne de la théorie, une théorie est tout d'abord une vue de l'esprit. Elle relève de l'imaginaire, elle relève de l'idée, elle relève du concept, elle relève par exemple de ce qu'on peut appeler une thèse. C'est bien ça, une théorie. Lorsqu'on parle d'une théorie scientifique par exemple, c'est bien une conceptualisation, une contemplation abstraite par exemple pour donner une signification à une réalité. Et donc c'est la raison pour laquelle l'homme, pour pouvoir expliquer un phénomène naturel ou une réalité naturelle, va élaborer des théories. C'est comme ça que le scientifique procède, c'est-à-dire qu'il va chercher à proposer une première explication d'une réalité qu'on observe. Et donc c'est comme ça que va naître une théorie. Donc c'est une vue de l'esprit, elle est purement théorique et donc purement abstraite par opposition à l'expérience qui, elle, est de l'ordre de la matière, elle est bien concrète. Alors, j'ai bien défini, je l'espère en tout cas, la théorie qui, elle, est une pure hypothèse conceptuelle, une thèse. Maintenant, définissons un peu, toujours par rapport à nos repères types abstraits et concrets, ce que serait une expérience. Alors, le terme expérience donc, signifie déjà, relève un peu de ce qui est empirique.
c'est-à-dire ce qui est de l'ordre du concret, de l'ordre de la matière. Une expérience est bien concrète. Alors c'est un terme qui peut être un peu équivoque, le terme expérience, parce qu'il peut renfermer plusieurs significations. Alors le premier sens qu'on donne au terme expérience, c'est bien l'expérience au sens commun, c'est-à-dire une somme de connaissances que nous allons acquérir au fur et à mesure du temps. Et donc c'est une connaissance qui se constitue par rapport à la réalité quotidienne. C'est dans ce sens que, par exemple, on va dire que dans une entreprise, puisque on est avec les terminales SG, dans une entreprise, par exemple, il y a bien l'employé expérimenté qui a accumulé un savoir pratique, concret, tout au long de sa carrière. Et il y a bien le jeune employé ou le jeune stagiaire qui, lui, ne possède que des connaissances qui seraient théoriques, académiques. Il sort tout juste de l'université et donc il n'a jamais été en contact avec la réalité dans l'entreprise, par opposition à un employé expérimenté qui, lui, par exemple, aurait accumulé une expérience de 20 ans. C'est la raison pour laquelle, par exemple, lorsque vous allez remplir un curriculum vitae, si, par exemple, vous postulez pour un poste dans une entreprise ou dans un autre établissement, eh bien, on va vous demander, par exemple, non seulement vos qualifications académiques et donc théoriques, mais également si vous avez, à côté de ces connaissances théoriques, un peu d'expérience. Donc, cette première signification du terme expérience, alors, signifie bien une connaissance que nous allons accumuler au fur et à mesure du temps. Donc, ce sont des situations vécues, des problèmes rencontrés qui vont nous apprendre, et donc c'est un savoir que nous allons accumuler au fur et à mesure du temps. Donc ça, c'est la première signification du terme, premier sens qu'on peut donner au terme expérience. Alors il y a un deuxième sens qu'on peut donner au terme expérience, et donc c'est l'expérience au sens de relation empirique, relation sensible avec le monde extérieur. Voir, entendre, toucher, c'est bien faire l'expérience, par exemple, de la réalité. C'est l'expérience au sens d'expérience ou de connaissance empirique, parce que nous sommes en contact avec la réalité à travers nos sens. Nous avons 5-6 sens, par exemple, et ces sens nous permettent d'être en contact avec la réalité sensible, et donc c'est ce qu'on appelle l'expérience sensible. Je vois bien la réalité, je l'entends vibrer, je peux la toucher, et donc tout ça va me donner une connaissance qui serait de l'ordre du sensible. Donc c'est l'expérience sensible. C'est ainsi, par exemple, qu'on peut dire qu'un individu qui est né aveugle, par exemple, n'a jamais fait l'expérience des différentes couleurs, au même titre qu'un individu qui est né sourd n'a jamais fait l'expérience de la mélodie. Ce qui veut dire que, par exemple, cette expérience sensible, elle passe par nos sens. Donc ça, c'est la deuxième définition du terme expérience. Alors le terme expérience a une troisième signification qui est intéressante ici, puisque nous sommes dans la relation et dans le rapport entre théorie et expérience. Eh bien, c'est l'expérience scientifique, qu'on appelle également expérimentation. Alors, c'est quoi l'expérience scientifique ou l'expérimentation? C'est une opération dans laquelle le scientifique, tout simplement, va chercher à vérifier si son hypothèse, si sa théorie, une théorie qu'il propose est vraie ou pas. Ainsi, par exemple, si nous prenons un exemple qui fait un peu écho à l'actualité, imaginez par exemple aujourd'hui, toutes les grandes groupes pharmaceutiques cherchent par exemple un vaccin contre le Covid-19. Et bien pour savoir si ce vaccin fonctionne ou pas, s'il est efficace ou pas,
il faudra le tester sur des patients volontaires ou autres. Ce qui veut dire que l'expérience est une forme de test. C'est une forme plus ou moins, par exemple, de vérification par le test de vérification par les faits. Et donc, c'est comme ça que la science, justement, va chercher à établir si une théorie est vraie ou pas. Parce que c'est l'expérience qui va dire si une théorie est vraie ou pas. Alors, exemple tout simple. Alors, je prends généralement avec mes élèves, lorsque je traite la question de la théorie de l'expérience, la fameuse anecdote qui est arrivée au physicien Newton, Isaac Newton, qui est assis tout simplement sous un arbre et qui assiste au phénomène de la pomme qui va tomber de l'arbre. C'est bien un phénomène naturel. Il est sous un arbre, sous un pommier notamment, et une pomme va se détacher de l'arbre et tomber. Alors lui, en tant que scientifique, va chercher justement à découvrir quelles sont les causes naturelles qui ont fait que, par exemple, cette pomme se détache de l'arbre. Il va commencer par élaborer une théorie. Alors c'est bien ça, par exemple, la différence entre ce qui relève la différence entre le scientifique et celui qui n'est pas scientifique, parce que il aurait très bien pu dire, par exemple, ou avoir une, comment dirais-je, une approche mystique ou religieuse en disant si la pomme est tombée de l'arbre, c'est peut-être parce que Dieu voyait bien que j'avais faim et c'est Dieu justement qui m'a donné cette pomme et je vais dire alhamdoulilah entre guillemets. Sauf que Newton justement est un scientifique, alors il va essayer de déterminer les causes naturelles qui ont fait que la pomme se détache de l'arbre et donc c'est là qu'il va élaborer sa théorie, par exemple sur la chute des corps, la théorie sur la gravité. Et donc, en faisant une vérification, un test par l'expérience, il va bien, par exemple, montrer que si la pomme s'est bien détachée de l'arbre, c'est ni à cause du diable, ni grâce à Dieu, mais c'est tout simplement parce qu'il y a une force qui s'exerce sur cette pomme, et donc la force de l'attraction terrestre ou de la gravité, et que cette force, justement, ne s'exerce pas uniquement sur cette pomme, mais sur tous les objets, par exemple. Donc, c'est la raison pour laquelle donc, cela va devenir une loi, par exemple, un principe scientifique. Alors, c'est comme ça que la science, justement, procède dans le rapport et dans la relation entre la théorie et l'expérience. J'ai une théorie pour expliquer un phénomène, pour expliquer, par exemple, une réalité que j'observe. Cette théorie ne sera validée que par l'expérience, ce qu'on appelle par exemple l'expérimentation. Alors c'est le troisième sens du terme expérience. On appelle ça l'expérience scientifique ou encore l'expérimentation qu'on fait dans un laboratoire. Les élèves de terminale S passent au bac par exemple ce qu'on appelle une capacité expérimentale. Alors c'est quoi la capacité expérimentale? Ils font des tests, par exemple, dans un laboratoire, dans leur labo physique ou SVT, pour vérifier si une hypothèse ou une théorie est bien valide ou pas. Alors maintenant, je vais essayer de développer ou aborder la question de la relation entre la théorie et l'expérience. Comment est-ce que la science va-t-elle construire ses vérités et quelles sont les relations entre théorie et expérience? Peut-on se limiter uniquement à la théorie et quel serait alors le rôle de l'expérience dans l'établissement de la connaissance? Alors c'est un débat qui a opposé bien sûr dans l'histoire de la philosophie les philosophes qu'on appelait les philosophes idéalistes, comme Platon par exemple, ou encore plus récemment au XVIIIe siècle Kant, des philosophes qui sont idéalistes et qui disent par exemple que c'est pas grâce à l'esprit, grâce à la raison notamment que nous allons accéder à la vérité et que notamment
Il faut dépasser l'expérience sensible. Il faut dépasser, par exemple, les données immédiates de nos sens qui peuvent nous induire en erreur. Alors ça, c'est les philosophes idéalistes, mais il y a les philosophes empiristes, notamment anglais avec David Hume, Locke, qui eux sont des philosophes empiristes. C'est-à-dire qu'ils disent que c'est par l'expérience que commence justement la connaissance et donc l'accès à la vérité. L'esprit à lui tout seul ne saurait constituer, ne saurait accéder à la vérité s'il n'y avait pas des données sensibles. Et nos idées, justement, viennent de l'expérience pour les philosophes empiristes comme Locke ou encore ou David Hume. Sauf que Descartes, qui est considéré un peu comme le père du rationalisme, disait aussi toutes nos idées ne viennent pas de l'expérience sensible, parce qu'il y a des idées, par exemple, qui sont innées et qui n'ont absolument rien à voir avec la réalité sensible ou avec l'expérience. Alors, voyons quelle est cette relation entre théorie et expérience. Alors, si je parle un peu de la position idéaliste, alors Platon dans l'Antiquité déjà se posait la question de savoir comment accéder à la vérité. Donc c'est le fameux mythe de la caverne ou l'allégorie de la caverne qui est bien dans le livre des terminales SG. Alors vous allez retrouver ce texte, bien le comprendre parce que dans ce texte, Platon parle bien des prisonniers qui sont dans la caverne et qui sont un peu prisonniers du monde sensible, c'est-à-dire du monde de l'expérience sensible. Et que nos sensations ou nos impressions sensibles peuvent nous emprisonner et donc nous empêcher d'accéder à la vérité, parce que le monde sensible, c'est bien le monde des apparences, c'est bien un monde qui est instable, les sensations changent constamment. Et donc, on ne peut pas fonder le savoir ou la connaissance sur quelque chose d'aussi instable que les sensations ou bien les données de l'expérience. Deux personnes ne ressentent pas une même réalité de la même manière. Mais à l'intérieur d'un seul et même individu, par exemple, comme Descartes en a fait l'expérience, ben nous pouvons, notre sensibilité, par exemple, peut évoluer. Et donc, ce que je ressentais il y a quelques années, par exemple, je peux ne pas le ressentir toujours de la même manière. Donc, c'est la raison pour laquelle les philosophes idéalistes disent qu'il faut se méfier de l'expérience. Si je veux accéder à la vérité, je dois faire abstraction ou dépasser ce que j'ai l'impression de voir. Pourquoi les impressions sensibles ne sont-elles pas fiables? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas leur faire confiance? Parce que si nous prenons par exemple le sens premier, c'est-à-dire la vue humaine, lorsqu'on regarde la réalité, nous pouvons être victimes de ce qu'on appelle par exemple une illusion d'optique. Et que ce que j'ai l'impression de voir n'est peut-être pas forcément la réalité ou la réalité de l'objet que j'observe. On dit bien que les apparences sont trompeuses. C'est-à-dire qu'une chose peut apparaître d'une manière et être complètement différente de la manière dont elle apparaît. Donc c'est la raison pour laquelle les philosophes idéalistes disent qu'il faut bien, si nous voulons accéder à la vérité, eh bien dépasser le monde de la sensibilité, le monde des sens, pour pouvoir contempler la vérité grâce à la raison et grâce à la pensée. Tout ce qui brille, par exemple, n'est pas de l'or. Alors que, par exemple, ce que je vois, moi, c'est un métal jaune. Le cuivre est bien jaune. Mais on sait très très bien que le cuivre n'est pas de l'or. Alors ça, c'est la position des philosophes idéalistes qui disent que, justement, la vérité ne peut être accessible que par la raison et par l'esprit. C'est pour ça qu'on les appelle les philosophes idéalistes. La vérité est une idée, une conception purement théorique qui passe par l'esprit. Nous avons Descartes, Kant, par exemple. Mais il y a bien les philosophes empiristes qui disent que l'expérience sensible sert bien à quelque chose.
on ne peut pas complètement ignorer le rôle de l'expérience dans la constitution de nos idées ou dans l'établissement de la connaissance. Il serait très très difficile pour un individu, par exemple, qui serait aveugle, muet, sourd, et qui n'aurait pas de main, c'est-à-dire qui n'aurait aucune relation d'ordre sensible avec la réalité, de connaître quoi que ce soit, même s'il est bien doté d'un esprit. Ce qui veut dire que ce sont nos expériences de la réalité que l'esprit va bien synthétiser, organiser et en faire une connaissance, un savoir. Ce qui veut dire que l'expérience joue bien un rôle dans l'établissement de la connaissance et donc dans l'établissement de la vérité. Alors, même si l'expérience sensible, par exemple, parfois peut nous induire en erreur, elle est bien utile. Il faudrait peut-être commencer par voir le monde ou avoir une relation d'ordre sensible avec la réalité afin de pouvoir la connaître d'une manière scientifique, d'une manière rationnelle. Et donc, c'est la raison pour laquelle, justement, dans le cadre de la connaissance scientifique, on ne peut pas dire, par exemple, que la science, c'est strictement de la théorie, parce que c'est bien l'expérience qui valide toutes les théories scientifiques, c'est-à-dire qu'il y a une vérification par les faits. Et que l'expérience en science joue un rôle essentiel dans l'établissement de la connaissance scientifique. Alors, ce que disent les philosophes idéalistes, c'est bien la théorie, la conceptualisation, les hypothèses, l'élaboration par exemple, de théories qui va guider les expériences et que donc c'est la théorie qui aurait plus de valeur, par exemple, que l'expérience, parce que l'expérience n'est qu'une simple opération de vérification d'une théorie. Alors, est-ce que c'est la théorie qui guide un peu l'expérience scientifique? L'expérience scientifique, c'est bien la vérification d'une théorie. Et donc, pour les philosophes rationalistes ou encore idéalistes, il y a bien, c'est l'esprit qui fait un travail de synthèse, un travail d'analyse. Et pour cela, par exemple, la vérification, elle, va devenir expérimentale. C'est pour ça que lorsqu'on parle de science, on parle bien de science expérimentale. Parce que dans la science, il y a bien des hypothèses, mais il y a aussi l'expérimentation. Je ne peux pas, par exemple, savoir si un médicament fonctionne ou qu'il est efficace contre une maladie X si je n'ai pas des patients sur lesquels je vais faire des expérimentations, tests par la vérification. Donc, c'est bien l'expérience qui valide, c'est-à-dire qui confirme ou qui infirme une théorie. L'expérience, justement, comme le disait Karl Popper, l'expérience, c'est tout ce qui va donner du crédit, entre guillemets, à la science. On ne pourrait pas concevoir une science sans expérimentation, c'est-à-dire sans opération de vérification ou de test par l'expérience. Une théorie ne reste que théorie, mais elle peut passer, par exemple, au stade de vérité, par exemple, lorsqu'elle est validée par une expérience. Eh bien, c'est ce que dit Karl Popper, qui établit bien, par exemple, entre ce qui relève de la science et ce qui ne serait pas scientifique et qui ne serait qu'une supputation ou qu'une hypothèse, par exemple, farfelue. Eh bien, c'est l'opération dans laquelle on vérifie, par exemple, si l'expérience est vraie ou pas. Karl Popper parle bien, par exemple, de vérification par l'expérimentation et que une théorie scientifique, une théorie qu'on ne peut pas vérifier et qui ne passe pas par l'expérience, eh bien, ce n'est pas une théorie scientifique. C'est ce qui fait la différence, notamment entre ce qui est scientifique et ce qui ne l'est pas,
Parce que lorsqu'on affirme que telle chose est bien scientifique, qu'est-ce que cela sous-entend? Eh bien, ça sous-entend que ça a été validé par une opération, euh, par un test expérimental et qu'on peut toujours le refaire. C'est bien, par exemple, ça qui donne du crédit à ce qui est scientifique par opposition, par exemple, à ce qui ne le serait pas, ce qui ne serait pas scientifique. Par exemple, si nous prenons un médicament qui a été testé, qui a réussi le test, par exemple, de l'expérimentation, il a eu un effet bénéfique sur des patients, on va dire que ce médicament a bien passé le test et donc qu'il est efficace parce qu'il a bien fait ses preuves dans l'expérimentation. Par opposition à un médicament, par exemple, artisanal, entre guillemets, ou encore traditionnel, ben, qui lui n'a pas passé de test, mais qui, par exemple, relève de l'ordre de la croyance. Croyance qu'il ne faut pas notamment aussi négliger lorsqu'il est question de médicaments, parce que lorsqu'on prend un médicament, la force de la croyance ou de la persuasion, par exemple, ce qu'on appelle l'effet placebo, joue un rôle essentiel. Alors c'est pour dire tout simplement qu'une expérience scientifique, c'est elle qui donne du crédit, entre guillemets, à la théorie, et qu'une théorie qui n'a jamais été vérifiée restera toujours une théorie. Et que donc il y aura toujours un doute. C'est bien l'expérimentation qui donne de la force donc à la théorie. C'est comme ça que la science, justement, par exemple, établit ses vérités. Alors, maintenant, la question c'est, est-ce qu'une expérience dit qu'une théorie scientifique est vraie? Parce qu'il faut faire attention à ne pas se tromper et dire, par exemple, que c'est l'expérience qui montre bien qu'une théorie est vraie ou pas. Alors, une expérience scientifique, comme le disait Karl Popper, ne dit jamais qu'une théorie scientifique est vraie. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, justement, on ne parle jamais de vérité scientifique, parce que les vérités scientifiques, elles sont toujours provisoires. C'est-à-dire qu'une expérience peut dire que, par exemple, une théorie est valide, mais justement, c'est jusqu'à preuve du contraire, parce qu'il se peut qu'une autre expérience la rejette et montre justement la fausseté de cette théorie. Donc, ce qui veut dire que l'expérience valide une théorie, mais ne dit jamais qu'elle est vraie. C'est la raison pour laquelle en science, il n'y a pas de vérité absolue. Les vérités scientifiques sont bien des vérités qui sont temporaires. Il se peut qu'on découvre, par exemple, il se peut qu'on trouve dans l'avenir ou dans le futur qu'une théorie scientifique a été validée, peut-être rejetée. C'est la raison pour laquelle Bachelard disait qu'il n'y a pas de vérité, il n'y a que des erreurs premières. Et que les expériences, par exemple, c'est comme ça que la science évolue. Aujourd'hui, nous avons des vérités, mais ces vérités peuvent être dépassées demain. Exemple tout simple, les hommes ont toujours pensé que la Terre était plate, c'était une erreur. On a découvert qu'elle était ronde, mais qu'elle ne bougeait pas. On s'est aperçu que la Terre faisait une révolution sur elle-même. On pensait que la Terre était au centre de l'univers. Avec la révolution galiléenne, on sait que c'est le Soleil qui est au centre de l'univers, et donc c'est comme ça que la science évolue, et elle rectifie toujours ses erreurs. On a pensé que le Soleil est au centre de l'univers, sauf qu'aujourd'hui, avec les techniques d'observation modernes, on sait très bien que le Soleil n'est pas au centre de l'univers, il est au centre d'un seul univers, qu'on peut trouver, par exemple, je sais pas, alors je sais pas si c'est théorique ou si c'est avéré, d'autres univers avec leur propre Soleil. Alors c'est pour ça que Bachelard disait bien, retenez bien cette phrase, c'est une phrase très solide de Bachelard qui dit « Il n'y a pas de vérité, il n'y a que des erreurs premières ». Et c'est comme ça que la science va évoluer et bien sûr établir, construire justement la science. C'est comme ça que la science justement
construit ces vérités à travers le lien entre la théorie et l'expérience. Alors j'espère qu'après cette petite synthèse, pour les élèves de terminale SG, vous savez bien ce que c'est que maintenant une théorie, que vous savez quel est le rôle, par exemple, de l'expérience qui est là pour juger, une sorte d'arbitre qui juge de la validité ou de la fausseté, par exemple, d'une expérience, et que c'est comme ça que la science, justement, évolue, se construit par le bien de construction de la pensée scientifique. Tout ce qui n'est pas vérifiable, tout ce qui n'est pas critiquable, tout ce qui n'est pas falsifiable, comme le disait Karl Popper, n'est pas scientifique. Ce qui fait la différence entre ce qui est scientifique et ce qui ne l'est pas, c'est bien le critère de l'expérience, la vérification, par exemple, ou encore l'expérimentation. Si je remonte un peu au siècle des Lumières, lorsqu'il y avait, par exemple, cette fameuse querelle entre, d'un côté, les religieux et de l'autre, les hommes de science, l'exemple de Pascal, par exemple, c'est bien Pascal qui avait, par une expérience qu'il avait effectuée, établi, par exemple, l'existence du vide. Parce qu'on s'est posé la question à l'époque, est-ce que le vide existe? Alors la scolastique, c'est-à-dire les hommes de croyance, le clergé, l'Église, qui avait bien jugé Galilée pour sa théorie, disait que le vide n'existe pas. Pourquoi? Parce pour les religieux, puisque Dieu a tout créé, Dieu qui soit tout ne peut pas avoir créé quelque chose qui ne soit rien. Donc pour ces religieux-là, qui pensaient même contre Galilée que la Terre était au centre de l'univers, donc le vide n'existait pas. Alors c'est Pascal qui, lors d'une expérimentation scientifique, par exemple, a bien montré par un test observable, par une expérience, que le vide existe bien. Donc c'est comme ça que la science, par exemple, une vérité scientifique est une vérité qui a réussi le test de l'expérience, qui a été vérifiée, qui a été validée. Il se peut qu'elle soit corrigée sur certains aspects, parce que c'est comme ça que la science évolue, mais c'est tout d'abord, elle passe par le filtre, l'arbitrage ou la validité de l'expérience. Et donc c'est bien ça, la relation entre théorie et expérience. Alors je vois une petite question, une petite annotation dans les commentaires. Peut-on dire que l'expérience c'est la pratique? Oui. J'ai bien utilisé les repères types entre ce qui est abstrait et ce qui est concret. L'expérience c'est la dimension pratique. On peut opposer aussi, par exemple, le pratique et le théorique. Une théorie est une hypothèse, elle est de l'ordre de la pensée, alors que on pratique bien une expérience. Pour savoir, par exemple, quels sont les différents organes d'un animal, si je prends la métaphore un peu en sciences physiques, les élèves en sciences de la vie et de la terre, pardon, les élèves font des dissections. C'est-à-dire qu'ils ouvrent bien, soit par exemple une grenouille, soit un poisson, et donc une expérience est toujours pratique. Il y a une dimension pratique à l'expérience, alors que la théorie, elle relève de l'esprit. Alors j'espère que ma synthèse a été complète et que pour les élèves de terminale SG, maintenant vous savez ce que c'est qu'une théorie et ce que c'est qu'une expérience. Il y a différentes significations au terme expérience, mais ici nous parlons bien de l'expérience au sens de l'opération scientifique qui consiste à vérifier par exemple une hypothèse ou bien une théorie scientifique. Vous avez au moins tous une fois regardé une série policière. Que fait un policier, un enquêteur, pour établir par exemple quelles sont les causes
d'une mort, par exemple, ou d'un meurtre, entre guillemets, mais il fait appel à ce qu'on appelle aujourd'hui la brigade scientifique, qui va faire un travail de vérification sur le terrain, qui va prendre des échantillons, qu'ils vont amener au laboratoire pour faire toutes sortes de tests, et que donc c'est par le test, l'expérience, que nous allons accéder, qu'on accède à la vérité en science. Alors j'espère que j'ai fait le point. Alors je vais vous donner un petit sujet de réflexion, ça va vous permettre de passer un peu le temps sur ce sujet justement, sur le rapport entre la théorie et l'expérience, parce que je pense, comme l'a programmé mon collègue Mohamed Dia, que je vais revenir un peu sur la méthodologie du texte, mais aussi de la dissertation. Alors, je vais vous proposer un petit sujet. Vous pouvez laisser ça sous forme de commentaire, hein, ce que vous en pensez sur la théorie et l'expérience. Alors, le sujet sera: toute expérience est-elle enrichissante? C'est bien ça le sujet de réflexion. Toute expérience est-elle enrichissante? Alors, dans le sujet, il y a bien le terme expérience. Dans ma petite synthèse, j'ai bien montré que le terme expérience peut être un peu ambigu et qu'il a différentes significations. Donc, lorsque vous faites un travail de réflexion, il faut toujours analyser les termes du sujet dans tout leur, comment dirais-je, sens. Et qu'il ne faut pas uniquement prendre un seul sens d'un terme, par exemple l'expérience ici. J'ai bien dit, alors je le répète, toute expérience est-elle enrichissante? Alors je vais m'arrêter là. Je vais lire un peu les commentaires. Si il y a des questions. Oui, je vois bien. Et il n'y a que les collègues qui laissent des commentaires. Oui, le terme expérience a plusieurs sens. Il faut toujours voir quels sont ces différents sens. On dit par exemple que rien ne vaut l'expérience. C'est une expression. Alors, que sous-entend cette expérience? Rien ne vaut l'expérience. Il y a peut-être une différence entre une connaissance qui serait simplement théorique et une connaissance, par exemple, qui vient de l'expérience. Alors, c'est le premier sens que j'avais donné au terme expérience. Par exemple, dans l'entreprise, celui qui a une expérience de 20 ans dans l'entreprise et celui qui n'a que des connaissances théoriques, par exemple, n'ont pas la même appréciation des choses. D'un côté, nous avons un pur théoricien et de l'autre, nous avons quelqu'un qui a du vécu, de l'expérience, par exemple, et que donc, qui a constitué cette expérience tout au long de sa carrière. Alors, est-ce que cela veut dire que c'est l'expérience qui a plus de valeur que la théorie, un savoir académique? Et est-ce que nous n'apprenons que de nos propres expériences? On peut très très bien apprendre de l'expérience que font les autres. Et qu'une connaissance théorique est tout aussi valable, par exemple, quelque chose que j'ai vécu par moi-même. Exemple tout simple, nous savons tous de manière théorique, par exemple, parce que nous n'avons jamais vécu une telle expérience, que la guerre, par exemple, c'est pas bien, entre guillemets, qu'un lion est un animal dangereux. Alors, je ne vais pas dire, par exemple, que ça, c'est de la théorie. Je vais peut-être en faire l'expérience par moi-même pour voir un peu à quoi ressemble la guerre ou si, par exemple, le lion est bien un animal dangereux.
Ben, on risque de l'apprendre, mais à nos dépens. Donc, ce qui veut dire que je peux apprendre de mes propres expériences, mais je peux tout aussi apprendre de l'expérience que font les autres. Donc, ce qui veut dire que même si on dit rien ne vaut l'expérience, ben, la théorie a quand même aussi de la valeur. Il y a bien des théoriciens de la vie, personnes qui n'ont jamais rien vécu, mais qui, même si c'est un savoir strictement théorique, qui n'est basé sur aucune expérience, c'est quand même un savoir. Voilà, toute expérience est-elle enrichissante. Alors, même si les élèves n'étaient pas là, j'espère que ils vont pouvoir suivre ce live plus tard. Alors, les amis, les gars, Théocratos, Bombadia, Mohamed Dia. Alors, je vous dis à la prochaine et bon confinement. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, les gars. Allez, à plus. Il n'y a pas de commentaires. Si. Alors, il y a Mahad Ouzil qui pose la question, la théorie est-elle une idée qui peut être vraie, comme ça, peut être faux? Ben, c'est l'expérience qui la juge. L'expérience est bien le juge. Sauf que, comme je le disais dans ma petite synthèse, l'expérience ne va jamais dire qu'une théorie est vraie. Ça, c'est Karl Popper. Elle valide une théorie, mais elle ne dit jamais qu'une théorie est vraie. Par contre, l'expérience établit plus facilement la fausseté d'une théorie plutôt que sa véracité. On doit dire que c'est valable, mais peut-être qu'une expérience ultérieure pourra réfuter cette même théorie. Donc, c'est l'expérience qui va dire si une théorie est valide. Monsieur Mahad Ouzil, c'est l'expérience qui est juge. Voilà, il n'y a plus d'autres commentaires. Alors, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, les collègues, les amis, il n'y a que les collègues que je vois. Allez, à demain, peut-être pour la méthodologie. On va voir ça avec le chef Dia. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bye bye.